Vous savez, dans ma culture, je suis un étonne, les étonnes appellent les fesses, zout. Donc, il ne mâche pas trop les mots. Et il ne faut pas que nous mâchions aussi les mots sur des questions aussi cruciales, importantes, qui peuvent déboucher sur des choses graves comme les génocides. Aujourd'hui, le problème qui est posé, ce n'est même pas un problème. La communication autour de cette profanation vise une seule chose: la destruction d'un candidat par l'entremise de la disqualification de sa tribu, parce que dans l'imaginaire de ceux qui sont au pouvoir, ou alors de ceux qui pensent détenir le pouvoir tribal, il faut détruire les ennemis politiques, des adversaires politiques, en attaquant ou en détruisant leur base, leur tribu qu'ils estiment, qu'ils considèrent comme base électorale. Aujourd'hui, il y a un problème Bamileke qui se pose. Il faut qu'on se le dise, Duval Fangwa. Il y a un problème Bamileke qui se pose. Lorsqu'on attaque Ernest Wandji, ceux qui attaquent Ernest Wandji, vous croyez qu'ils ne savent pas que Ernest Wandji est un héros de l'indépendance du Cameroun? Vous croyez qu'ils sont vraiment convaincus en le disant? Non! Ils le disent de manière intentionnelle et stratégique pour prouver déjà qu'il n'y a jamais eu de héros de l'indépendance ou héros politique en pays Bamileke, pour vous démontrer que les Bamileke ont toujours fait dans la falsification de l'histoire et créé leurs héros, pour vous faire savoir qu'ils sont des envahisseurs purs et simples. Ils ont toujours tué, parce que la personne, l'auteur de cette boule puante, vous parle d'une histoire qui a eu lieu, je crois, dans le Mungo et tout. Donc ce sont des constructions des cabinets noirs de l'ordre dominant qui visent à atteindre l'adversaire Kamto en attaquant sa communauté. John Frondi a été victime de la même ennemisation de sa communauté, ou alors la bouc émissérisation de sa communauté. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons assez honnêtes. Il faut que nous soyons assez rigoureux dans le langage, ne pas faire dans la langue de bois. Le problème de Wandji qui est posé aujourd'hui n'a rien à voir avec le fond qui est son statut de héros, ou alors son statut de figure emblématique des luttes d'indépendance. Le problème aujourd'hui est celui d'attaquer la communauté de base de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Alors il faut voir, il faut situer la chose dans son contexte. Le contexte est le contexte de Meyo, où il y a eu des événements. Le contexte est celui des jeunes gars qui ont envahi TikTok pour dire qu'ils vont couper les gens d'une communauté avec les machettes, le moment venu. Dans ce contexte, on vient jeter de manière publique, de manière ostentatoire, au vu et au su de ceux-là qui sont des gardiens de la morale, les gardiens de l'État-nation, les gardiens même de l'éthique républicaine. Ils observent comment un individu ou des individus décident d'organiser un débat qui n'a pour seul fondement estimer que ces gars sont des faussaires, ils n'ont jamais eu un héros un jour. Et je crois que le système gouvernant, l'ordre dominant, qui pense être un ordre tribal, est en train de tirer les ficelles en back-office et compte tirer profit de cette situation. C'est-à-dire, on essaye de mettre en avant un récit totalement tronqué parce qu'on va atteindre un objectif spécifique. Je le dis, Duval Fangwa, ces gars qui ont posé le problème du statut de bandit de Ernest Wandji ne sont pas eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent, mais ils sont tout simplement actionnés par le cabinet noir du renouveau qui est en train de préparer les élections présidentielles. Mais pourquoi vous en arrivez à cette conclusion ici? Lorsqu'on a écouté l'auteur de cette sortie, justement, il fondait son argument sur le fait que le Cameroun ait accédé à l'indépendance en 1960 et qu'on ne comprenait plus pourquoi, après l'accession à l'indépendance,
certaines figures continuaient à mener une lutte pour une indépendance qui était justement leur objectif. Vous savez expliquer que de ce point de vue-là, des gens qui continuent à mener des batailles à la suite de cette indépendance peuvent avoir d'autres dessins qui n'aient plus rien à voir avec des figures nationalistes. Et ça, c'est le raisonnement qu'ils ont fait. Même si cela a été démontré, même si cela a été présenté comme un argument. C'est un faux raisonnement, Duval. Moi, je ne voulais pas entrer dans ce débat, ma foi, qui est un non-lieu. La question est simple. Est-ce que lorsque une armée gouvernementale décide de mener des exactions sur le terrain, de tuer les ennemis, est-ce que c'est l'acte de tuer fait de cette armée gouvernementale un contingent de bandits? Le problème, c'est au niveau de la violence. La notion de la force légitime. La force légitime. Ça veut dire en situation d'oppression coloniale, en situation d'oppression néocoloniale, face aux nationalistes qui ont la force légitime. Ce sont les nationalistes qui ont la force légitime. Parce que même quand l'armée tue, en situation de force légitime, ce ne sont pas des étrangers. L'armée camerounaise tue par exemple en zone anglophone. Et ceux qui sont tués, ce sont des Camerounais. Mais l'armée camerounaise est en situation de force légitime. C'est pourquoi on ne peut pas la traiter de bandit. Alors je pose une question simple, Duval. Entre l'armée coloniale, l'armée néocoloniale et l'armée nationaliste qui est en situation de légitime défense. Dès qu'on trouve celui qui est en situation de légitime défense, on saura qui est finalement bandit dans cette affaire. Donc c'est pourquoi je ne voulais pas entrer dans ce débat académique ou ce débat intellectuellement sophistiqué en essayant de vous montrer là où se situe le problème. Le problème, c'est celui que j'ai pointé tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la préservation des intérêts à venir en octobre, il faut chercher à fragiliser un candidat à partir de sa communauté parce que dans leur imaginaire, les candidats sont supportés par leur communauté. Et nous vous fait comprendre qu'il y a une fuite de cerveau énorme dans ce pays. Il est revenu là-dessus. Et qui encaisse les fuites de cerveau? C'est la responsabilité du pouvoir public de pouvoir fixer la jeunesse. Donc je dis, la démographie reste et demeure un facteur de développement. Il suffit donc de savoir encadrer cette démographie, permettre à tout un chacun d'avoir accès aux opportunités socio-économiques que l'État a le pouvoir de générer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Automatiquement, nos cerveaux s'en vont, ils fuient. Il y a quelques-uns, quelques courageux, comme le docteur Aristide Monod, qui sont encore ici, ils savent ce qu'ils attendent. Donc ça, c'était entre parenthèses. Alors, sur l'état de droit, pas de l'état de droit, c'est très important. Est-ce que vous savez, honorable, savez-vous pourquoi le Cameroun est parti de l'initiative sur la transparence des industries extractives? C'est pour non-respect du code ITIE. Sur deux ou trois incidents. C'est pour non-respect du code ITIE qui voudrait justement qu'il y ait la transparence dans le flux financier de la mise en exploitation de notre potentiel naturel. L'or, le diamant, le pétrole et tout. Il faut savoir l'argent entre par où, ça sort par où, mais le non-respect de la loi, c'est-à-dire la violation de la loi et du code minier, la violation du code ITIE, a fait en sorte que le Cameroun sorte de l'ITIE il y a, je crois, 1 an. Aux 2 ans, aujourd'hui, il est rattrapé parce qu'il a de la peine à normaliser son code minier sans le code ITIE. Ça, c'est le non-respect de la loi. On veut dire qu'en matière de respect de l'état de droit, le Cameroun est loin. Nous sommes dans une pétrolière. Dans une pétrolière, c'est la confusion. Pour vous, monsieur. Alors, je dis donc, il faut qu'on avance. C'est pour dire que c'est-à-dire, si on ouvre cette boîte de Pandore ici, on risque de dormir. Alors, le Premier ministre qui donne des recommandations une énième fois, sur la nécessité de développer notre voirie municipale, c'est-à-dire d'aménager notre réseau routier urbain, de rendre nos villes propres, qui sont devenues, n'est-ce pas, les dépotoirs. Yaoundé, moi je vis à Yaoundé, je suis à Yaoundé 3, il faut regarder ce qui se passe là-bas, dans tout Yaoundé. Douala pareil, à dire les villes vitrines aujourd'hui sont les références des mondistes d'ordures. Les villes vitrines sont aujourd'hui, j'ai dit, les voiries municipales sont tenues en mode césarienne. Quand même il faut ouvrir une route quelque part dans une ville, on demande aux populations de contribuer. Parce qu'on veut agir dans un quartier, c'est-à-dire les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que d'autres instruments de l'État compétents sur la question, manifestent par un déni de responsabilité, c'est-à-dire personne ne veut rien faire. On peut peut-être comprendre dans un premier temps, la question de fond est posée, parce que la dotation
des collectivités territoriales décentralisées est de 15% au minimum. Le plancher est de 15%. Or, elle n'a jamais fait 5% depuis qu'on a dit dotation. Le plancher, c'est 15%. Non, on va dire dans les chiffres. Le ministère sur le dernier dotation. Ça ne fait pas encore les 15% qu'il faut. Au minimum, il n'y a pas de façon. Soit on donne 15% aux collectivités territoriales pour développer, soit on ne donne pas. Quand on prend ça, on met de côté. Je vous ai convaincu aujourd'hui, le budget d'investissement public, vous comprenez, c'est très important de revenir là-dessus. Il faut un minimum de 40% de notre finance qui doit être géré par le budget d'investissement public. Ça qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que même quand bien même les CDT dans les collectivités auraient de la volonté à pouvoir aménager le voirie municipal ou à nettoyer les routes, elles vont poser un problème de non-financement parce que le budget alloué à les dotations aux investissements, les dotations à la décentralisation, la dotation de décentralisation ne tient pas, n'a pas son quota. Et les maires qui sont en charge, ainsi que les super-maires, peuvent présenter cela comme argument. Et automatiquement, on tombe dans cette répétition où on a de la peine à respirer. Vous avez un ami tunisien, demandez-le de venir rendre visite au Cameroun, ça y est, on est Douala. Il va vous demander s'il est arrivé à Douala, parce qu'il ne va pas se rassurer qu'il est à Yaoundé ou à Douala, ça ne semble à rien, on a honte. Donc je dis qu'ils ont dit qu'ils veulent le mandat. Hein? Vous voulez les mandats, vous voulez le pouvoir honorable. Vous avez voulu la législature, vous voilà assis. Les autres ont voulu la mandature des mairies et autres. Le président voulait le mandat présidentiel. Vous avez le mandat, mais il faut gouverner, poser les actes, et vous avez la ressource disponible. Poser les actes, il faut gouverner, il ne faut pas prendre un mandat, le confisquer, et pour ne rien faire. Et nos villes, elles ont un problème aujourd'hui. Hein? Vous avez voulu le mandat, il y a le mandat. Les voilà, exécutez vos missions. C'est-à-dire, permettez à ce que les Camerounais puissent avoir confiance en l'État. Permettez à ce que les Camerounais puissent être en phase, que leurs aspirations tiennent compte des mobilisations de ressources publiques qui sont engagées. On ne peut donc pas se permettre de continuer à venir là-dessus. Vous laissez m'invectiver comme ça. Non, je ne vous invective pas. Et sans toutefois que puisse réagir. Il n'y a pas d'invective, sinon je vais l'arrêter. Non, il n'y en a pas. Moi, j'ai personne en termes d'invective là. Alors, moi, Kangia, au finish, est-ce que le Premier ministre n'est pas, de façon subliminale, en train de lancer une campagne électorale? Je ne sais pas. Je ne sais pas si le Premier ministre, chef du gouvernement, est en train de lancer la campagne électorale, parce qu'officiellement, la campagne électorale est encadrée par la loi. C'est qu'il serait dans ce cas en train de violer la loi. Et parce que j'ai lu certaines analyses et estimé que ce sont des manœuvres préélectorales. Le Premier ministre veut dire, bon écoutez, il y a du travail, nous sommes en train de travailler. D'ailleurs, nous sommes dans des travaux d'urgence et d'ici à là, la ville se portera mieux. Ce qu'il faut noter, c'est que ce n'est pas la derrière solliciter un nouveau mandat pour son champion, peut-être, pourquoi pas. Je ne sais pas. Mais ce qui est constant, c'est que ce n'est pas la première fois que le Premier ministre, chef du gouvernement, frappe le poing sur la table pour les questions d'urbanisation et particulièrement sur la voirie urbaine dans nos grandes villes, et particulièrement Yaoundé, qui est aujourd'hui une ville poubelle. La capitale politique du Cameroun est une ville poubelle. Elle est secondée par la capitale économique du Cameroun, Douala, qui est également une autre ville poubelle. Et c'est dommage que les villes qui auraient dû être des vitrines pour le Cameroun, pour ceux qui entrent au Cameroun, notamment par les aéroports de Simalène, Yaoundé, et par l'aéroport international de Douala, qu'ils entrent dans la ville pratiquement dans l'obscurité. À Douala, quand on entre dans la ville, quand vous venez de l'étranger, vous entrez dans c'est l'obscurité. À Douala, quand vous entrez, vous vous demandez, vous êtes dans un gros village. Pas de lumière, c'est l'insécurité totale. Voilà le paysage, l'image que donne le Cameroun aux compatriotes de la diaspora quand ils arrivent ici, mais aussi aux pays amis, aux ressortissants de pays amis qui vivent au Cameroun ou alors qui sont de passage au Cameroun. C'est pour dire qu'en réalité, voyez-vous, les dernières élections municipales et législatives, c'était il y a pratiquement 5 ans. Et 5 ans après, on va pratiquement interroger la gouvernance, n'est-ce pas, des collectivités territoriales décentralisées, pour les citer, mais ils peuvent dire qu'ils n'ont pas reçu tous les moyens nécessaires pour réaliser ce qu'ils avaient prévu. Parce que les dotations, effectivement, ne sont jamais arrivées dans leur totalité. Est-ce qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient? On peut s'interroger. Est-ce que l'État a fait suffisamment d'efforts pour faciliter le travail des exécutifs
municipaux, des exécutifs, des conseils régionaux qui sont nouveaux, mais qui n'ont eux aussi pas reçu la totalité de la dotation prévue par la loi. Voyez-vous, nous nous retrouvons là finalement dans un pays où ce qui est prévu par la loi n'est pas appliqué, n'est pas mis en pratique. Et quand je parle de la loi, j'ai la chance d'avoir à mes côtés ici un honorable député, Samuel Motte. Il faudrait bien qu'il nous explique pourquoi quand ils adoptent la loi, quand ils votent la loi, elle est adoptée, elle est promulguée, mais elle n'est pas du tout appliquée. Et vous savez qu'aujourd'hui, dans le processus souhaité et voulu par le peuple camerounais, la décentralisation qu'on attend depuis la constitution du 18 janvier 1996, et qui aujourd'hui, de 1996 à 2025, ça fait combien d'années, monsieur le député? Il a fallu du temps, hein? Et même malgré tout ce temps, la volonté... Sur la loi fondamentale, ça avait été écrit progressivement. Et quand... Donc progressivement, ça peut durer 10 ans, ça peut durer 20 ans, ça peut durer 30 ans. Donc l'intention du législateur était de ne jamais réaliser la décentralisation, de ne la rendre jamais effective. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Cela signifie que le peuple camerounais, le peuple qui a la souveraineté, a été trompé par le législateur. Et c'est dommage. Je dis vraiment, c'est dommage. Et moi, je commençais même par ça, parce que j'aurais pu peut-être ouvrir d'abord le débat même sur l'existence ou pas de ces nids de poules. Parce que le Premier ministre dit qu'il y a des nids de poules. Oui. On sait qu'il y a des compatriotes, certains même ministres de la République, qui disent qu'il n'y a pas de nids de poules. Donc on aurait dû commencer par ça. Est-ce qu'il y a effectivement des nids de poules? Sinon, si oui, comment est-ce que cela est traité? Vous savez de quoi je parle? Oui, je sais de quoi vous parlez. Mais ça me rappelle une sortie fracassante du délégué général de la Sécurité nationale par rapport aux infrastructures routières au Cameroun. Il avait frappé du poing sur la table. Il s'est interrogé en disant qu'auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais ce qui nous étonne, nous, les Camerounais, c'est que ceux qui nous dirigent donnent l'impression qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Alors qu'en même temps, ils savent très bien ce qui se passe et le vol, le banditisme, j'allais dire le gaspillage, les détournements des biens publics se chiffrent soit en centaines de millions, soit au minimum en milliards. Et voilà dans un pays où l'impunité a été généralisée malgré les annonces, n'est-ce pas, fortes de lutte contre la corruption, de lutte contre les détournements de fonds publics. On se rend bien compte que d'année en année, malgré même quelques arrestations à tête chercheuse, la corruption se porte très bien au Cameroun. Les détournements de fonds publics se portent très bien au Cameroun, à preuve. Il y a le Covid-Gate. On nous a annoncé récemment des auditions en vue de parachever, n'est-ce pas, le Covid-Gate pour que la douzaine au moins des membres du gouvernement dont les ministères sont concernés par des conséquences pénales, des malversations financières, on attend de voir si d'ici avant la fin de l'année, avant l'élection présidentielle, on va retrouver, n'est-ce pas, quelques responsables du Covid-Gate dans les liens qui seront bientôt liés qui seront bientôt dans les liens de la prévention en prison. Alors, à ce moment, vous venez de Yaoundé. Je parlais d'octobre 2023, cette sortie Premier ministre. Il y a également cette récente sortie, 25 février 2025. Entre octobre 2023 et février 2025, est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le sens de fermer des nids de poules, si cela existe? Est-ce que vous savez qu'il y a des ministres de la République qui ont dit qu'ils ne voient pas de nids de poules sur les routes? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui a bougé entre octobre 2023 et février 2025? Sinon, pourquoi est-ce que le Premier ministre revient à la charge avec pratiquement les mêmes termes? Travaux d'urgence, 24 heures sur 24, on va traiter les poules. Vous savez, en faisant allusion à ce ministre, j'ai une seule chose qui me vient en tête, la difficulté à défendre sa panse ou à défendre son estomac. C'est fort ça. Ou tout simplement pour dire que certains, pour s'accrocher au pouvoir, sont prêts à perdre totalement leur masculinité devant Paul Biya en essayant de nier des évidences, ou alors ils sont même prêts à hypothéquer leurs épouses. Je ne sais pas si Paul Biya sera preneur, donc c'est juste pour blaguer un peu. Pour revenir sur la question,
à ce moment précis, si vous passez du côté du marché des sauces, en passant par Madison pour arriver au niveau du lycée, la montée du lycée d'Anguissa, le marché qui est là, il y a une montagne d'ordures qui est en train de fermer la route. Une route à deux sens, en tout cas qui fait circuler les voitures à deux sens, ne circule actuellement qu'à un seul sens. Et je crois que le Premier ministre, tout comme le LGPR, nous avons intercepté une note cette semaine, attribuée au LGPR qui demandait au ministre des Travaux publics et au ministre de l'Habitat, je crois, de faire tout le nécessaire pour faire le point sur la situation de la construction de la route Maroua-Kousseri, ou disons Mora-Kousseri. Et le LGPR précise que cette décision fait suite à son dernier séjour, disons, aux événements de Kousseri. Ça signifie que depuis qu'Equinox fait les reportages sur la route Mora-Kousseri, le LGPR ne regarde pas, il ne voit pas ça. Le président de la République, qui lui aurait donné une haute instruction, lui aussi ne regarde pas la télé pour constater que ça fait plus de, 20 ans aujourd'hui que cette route est pratiquement impraticable. Donc le Premier ministre chef du gouvernement, depuis qu'il parle là, depuis 2019, depuis 2020, j'ai une autre sortie de 2020, où il parle toujours de la même affaire. 2023, il parle de la même affaire. 2025, il parle de la même affaire. Au final, on a l'impression que les gars se comportent comme ce parent d'élève qui a été convoqué par le proviseur, qui cajole bien son élève, qui est de connivence avec son élève, mais arrivé devant le proviseur, il commence à gronder son élève pour faire croire qu'en fait, il est très vigilant, il est très remonté. Or, en back-office, ce sont des complices. Le Premier ministre n'a aucune intention de viabiliser les villes camerounaises. Ceux en charge de l'eau faire et de l'implémenter au quotidien n'ont pas également cette volonté. Et ceux en charge de l'eau faire, c'est le ministre de l'Habitat qui, au lendemain de sa nomination en 2019, avait accordé une interview où elle disait que Yaoundé va briller. Yaoundé va briller. Et également, la responsabilité revient aux élus, comme le disait tout à l'heure Willy, les maires. Que font les maires? À un moment donné, j'ai cru que les maires faisaient partie des plus grands détourneurs des fonds publics au Cameroun. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas des audits permanents de l'argent utilisé par les maires. Vous avez des gens qui décident d'investir dans autre chose, des choses qui n'ont rien à voir avec le développement local. Je connais un maire du Val-Fangwa, un maire de la Léquier. Si vous annoncez que la semaine prochaine, vous allez parler de sa mairie, il va vous appeler, il va vous verser des millions. Alors qu'avec ces millions, il pouvait bien résoudre le problème qui sera l'objet de votre débat dimanche prochain. Il va préférer vous donner, ça veut dire qu'il préfère entretenir les médias que de travailler pour séduire sa propre population. Il y a dans ces différentes mairies des problèmes des arriérés de salaire. Les maires dilapident l'argent pour venir acheter des investitures. Je ne vais pas citer le nom de la personne en charge qui gère le comptoir des investitures au RDPC. Mais je crois qu'il est de non, mais c'est une vérité. Ah, il est de Bafang. Oui, il me semble. Oui, donc, c'est lui qui gère. Mais donnez le nom. Non. C'est lui qui gère. Donc, ça veut dire on passe par lui. On préfère plutôt récupérer l'argent des impôts. Est-ce que vous savez que les Bayamselam payent l'argent pour qu'il y ait entretien de leurs espaces marchands, pour qu'il y ait balayage, pour qu'on crée quand même des conditions d'insalubrité adéquates. Mais les maires préfèrent totaliser, récolter tout cet argent pour attendre la veille des investitures, aller voir la personne en question et son équipe pour acheter des investitures. La plupart des maires RDPC ne tiennent pas leur pouvoir, leur mandat de leur population. Leur mandat vient plutôt du comptoir en question.
du comité central du RDPC. Alors, dans ce genre de contexte, est-ce que vous pensez que ces gars peuvent avoir une certaine conscience de redevabilité au point de faire du bien à leur population? Pas du tout. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui ce laxisme total, cet abandon total des voiries urbaines, parce que les gens estiment qu'ils n'ont pas à convaincre leur population. Mais je salue quand même, au passage, une mère ici, on m'a parlé d'elle en bien, j'ai fait un tour de ce côté-là, elle s'appelle Kila Femme pour... Voilà, qui fait quand même des efforts, contrairement à ses collègues qui ont décidé de piller plutôt les caisses des mairies et d'abandonner les populations dans un état de délabrement total ou alors dans des conditions inexplicables. Vous avez, je vous parle de Essos, le marché d'Essos, au moment où je suis en train de parler, je suis passé par là hier. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'il faut aux mairies? Ce n'est pas quand même la sorcellerie. C'est de trouver des espaces où on va verser les ordures. C'est de chercher des camions qui vont souvent porter ça, venir ramasser et aller jeter ça quelque part. Et ils peuvent utiliser, d'ailleurs, dans le cadre de la décentralisation, ils peuvent utiliser ces ordures-là à des fins de transformation comme Isaac le fait aujourd'hui. Mais curieusement, on préfère plutôt investir dans autre chose, comme je le disais tout à l'heure. Au niveau de Yaoundé, je ne sais pas combien de fois le Premier ministre, ce même Premier ministre, il a toujours dit il faut qu'on enlève le monopole, qu'on retire le monopole à Isaac. Je crois également que le problème avait été posé par le même Premier ministre ou son prédécesseur sur le fait qu'on retire aussi le monopole à Eneo. Parce que quand vous vous retrouvez dans une situation de caporalisation unilatérale d'un marché par un seul acteur, forcément vous serez soumis au chantage. Donc ce que le Premier ministre dit aujourd'hui, c'est juste la répétition. Et comme je l'ai dit, c'est ce parent d'élève qui a des connivences avec son enfant. Je veux qu'on revienne maintenant sur le dernier sujet en rapport avec ces questions de mémoire. Alors, il y a, on a parcouru les unes des journaux cette semaine. D'ailleurs, même la presse internationale a fait écho, n'est-ce pas, de cette sortie faite par un homme politique sur un plateau de télévision et qui a traité Ernest Ouandié de bandit, de grand bandit. Alors, la question est celle de savoir si, au regard des éléments qui sont développés par les historiens, on ne peut pas considérer ça comme une profanation quand même assez grave de la mémoire de quelqu'un qui est une figure historique, une figure de l'histoire du Cameroun, et qui a d'ailleurs été réhabilité par une loi, la loi du 16 décembre 1991. Alors, Duval, je ne vais pas prendre la question par ce bout, c'est-à-dire engager un débat sur ce qui ne devrait pas faire l'objet d'un débat. Ernest Ouandié est-il une figure historique? Oui ou non, je crois que c'est une question purement rhétorique, ou alors c'était la provocation pure et simple. Quelque part, je posais la question de savoir si on peut discuter sur le fait que Bonabéry se situe à Douala ou pas. Ou alors la question de savoir si Paul Biya s'appelle Paul Biya ou pas. Je crois qu'on ne discute pas sur des évidences. Et si on ne le fait pas, et qu'on le fait finalement, c'est parce qu'il y a un autre enjeu. Et c'est ce qui devrait normalement nous intéresser. Tout à l'heure, l'honorable Maud s'est fâché et tout. Vous savez, dans ma culture, je suis un étonne, les étonnes appellent les fesses, zout. Donc, ils ne mâchent pas trop les mots. Et il ne faut pas que nous mâchions aussi les mots sur des questions aussi cruciales, importantes, qui peuvent déboucher sur des choses graves comme les génocides. Aujourd'hui, le problème qui est posé, ce n'est même pas un problème. La communication autour de cette profanation vise une seule chose: la destruction d'un candidat par l'entremise de la disqualification de sa tribu, parce que dans l'imaginaire de ceux qui sont au pouvoir, ou alors de ceux qui pensent détenir le pouvoir tribal, il faut détruire les ennemis politiques, les adversaires politiques, en attaquant ou en détruisant leur base, leur tribu qu'ils estiment, qu'ils considèrent comme base électorale. Aujourd'hui, le problème, il y a un problème bamileke qui se pose.
il faut qu'on se le dise, Duval Fangwa. Il y a un problème d'Amileke qui se pose. Lorsqu'on attaque Ernest Wandje, ceux qui attaquent Ernest Wandje, vous croyez qu'ils ne savent pas que Ernest Wandje est un héros de l'indépendance du Cameroun? Vous croyez qu'ils sont vraiment convaincus en le disant? Non! Ils le disent de manière intentionnelle et stratégique pour prouver déjà qu'il n'y a jamais eu de héros de l'indépendance ou héros politique en pays Bamileke, pour vous démontrer que les Bamileke ont toujours fait dans la falsification de l'histoire et créé leurs héros, pour vous faire savoir qu'ils sont des envahisseurs purs et simples, ils ont toujours tué, parce que la personne, l'auteur de cette boule puante, vous parle d'une histoire qui a eu lieu, je crois, dans le Mungo et tout. Donc ce sont des constructions des cabinets noirs de l'ordre dominant qui visent à atteindre l'adversaire Kamto en attaquant sa communauté. Ni John Frundi a été victime de la même énémisation de sa communauté, ou alors la bouc émissérisation de sa communauté. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons assez honnêtes. Il faut que nous soyons assez rigoureux dans le langage, ne pas faire dans la langue de bois. Le problème de Wandje qui est posé aujourd'hui n'a rien à voir avec le fond qui est son statut de héros ou alors son statut de figure emblématique des luttes d'indépendance. Le problème aujourd'hui est celui d'attaquer la communauté de base de Maurice Kamto. C'est de ça qu'il s'agit, Duval. Alors il faut voir, il faut situer la chose dans son contexte. Le contexte est le contexte de Meyo, où il y a eu des événements. Le contexte est celui des jeunes gars qui ont envahi TikTok pour dire qu'ils vont couper les gens d'une communauté avec les machettes, le moment venu. Dans ce contexte, on vient jeter de manière publique, de manière ostentatoire, au vu et au su de ceux-là qui sont des gardiens de la morale, les gardiens de l'État-nation, les gardiens même de l'éthique républicaine. Ils observent comment un individu ou des individus décident d'organiser un débat qui n'a pour seul fondement estimer que ces gars sont des faussaires, ils n'ont jamais eu un héros un jour. Et je crois que le système gouvernant, l'ordre dominant, qui pense être un ordre tribal, est en train de tirer les ficelles en back-office et compte tirer profit de cette situation. C'est-à-dire, on essaye de mettre en avant un récit totalement tronqué parce qu'on va atteindre un objectif spécifique. Je le dis, Duval Fangwa, ces gars qui ont posé le problème du statut de bandit de Ernest Wandje ne sont pas eux-mêmes convaincus de ce qu'ils disent, mais ils sont tout simplement actionnés par le cabinet noir du renouveau qui est en train de préparer les élections présidentielles. Mais pourquoi vous en arrivez à cette conclusion ici? Lorsqu'on a écouté l'auteur de cette sortie, justement, il fondait son argument sur le fait que le Cameroun est accédé à l'indépendance en 1960 et qu'on ne comprenait plus pourquoi, après l'accession à l'indépendance, certaines figures continuaient à mener une lutte pour une indépendance qui était justement leur objectif. Il a expliqué que, de ce point de vue-là, des gens qui continuent à mener des batailles à la suite de cette indépendance peuvent avoir d'autres dessins qui n'ont plus rien à voir avec des figures nationalistes. Et ça, c'est le raisonnement qu'ils ont fait. Même si cela a été démontré, même si cela a été présenté comme un argument. C'est un faux raisonnement, Duval. Moi, je ne voulais pas entrer dans ce débat, ma foi, qui est un non-lieu. La question est simple. Est-ce que lorsque une armée gouvernementale décide de mener des exactions sur le terrain, de tuer les ennemis, est-ce que c'est l'acte de tuer fait de cette armée gouvernementale un contingent de bandits? Le problème, c'est au niveau de la violence. La notion de la force légitime. La force légitime. Ça veut dire en situation d'oppression coloniale,
en situation d'oppression néocoloniale face aux nationalistes qui ont la force légitime. Ce sont les nationalistes qui ont la force légitime. Parce que même quand l'armée tue en situation de force légitime, ce ne sont pas des